Mes chers collègues, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, nous recevons ce matin M. Olivier Boguillot, président de Sanofi France, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je salue les commissaires qui assistent à cette réunion à distance, ainsi que nos collègues de la Commission des Affaires économiques. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Pour définir le cadre de notre audition de ce matin, je voudrais commencer par une anecdote. Je me suis entretenue il y a quelques semaines de la gestion de la crise sanitaire avec l'ambassadrice du Canada en France. Et à propos de la vaccination, elle m'indiquait que la situation était compliquée par l'absence, dans son pays, de Big Pharma. En France, Sanofi est l'un de ces géants pharmaceutiques, mais les difficultés rencontrées dans le développement d'un vaccin contre la Covid-19 n'ont fait qu'ajouter à la blessure d'ego collective ressentie dans la gestion de la crise sanitaire depuis un an. Nous voudrons aujourd'hui faire le point sur ces difficultés et sur l'état d'avancement du développement des 2 candidats vaccins engagés par Sanofi, le vaccin fondé sur la technique de fabrication à base de protéines recombinantes, type grippe saisonnière avec GSK, et le vaccin ARN messager, développé avec Translate Bio, pour lequel l'entreprise a annoncé le lancement d'un essai clinique en fin de semaine dernière. Plus largement, des produits de santé. Là où les grandes entreprises veillaient à entretenir un pipeline de nouveaux produits, il semble qu'elles ne soient plus le lieu de l'innovation, mais qu'elles investissent plus volontiers dans les produits développés dans des biotech, où ils semblent éclore de façon privilégiée. Nous souhaiterions recueillir votre analyse sur ce point, mais aussi sur la façon dont l'innovation dans ce domaine est accueillie et se diffuse. Un nouvel accord-cadre vient d'être signé avec le Conseil économique des produits de santé, sur lequel nous souhaiterions recueillir votre appréciation. Avant de céder la parole à Sophie Primas, présidente de la Commission des Affaires économiques, je me permets d'inviter nos commissaires à la concision dans les prises de parole, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer, puisque nous disposons d'1h30 de commission. Madame la Présidente, chère Sophie, je vous passe la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir répondu à notre invitation en cette période qui présente des défis sanitaires, mais aussi industriels, qui nous semblent inégalés pour votre entreprise tout particulièrement. Sanofi est, en termes de chiffre d'affaires, la Présidente l'a rappelé, la première entreprise pharmaceutique française, l'une des 10 premières au monde. C'est donc pour nous une satisfaction en tant que citoyens français. Pourtant, votre entreprise ne semble pas, pour l'instant, se distinguer, vous me pardonnerez d'être direct, par sa performance dans la course au vaccin contre la Covid. En 2020, vous vous êtes séparé des participations dans une entreprise américaine de biotech qui est très performante, qui s'appelle Regeneron, qui développe des anticorps de synthèse dont un certain président des États-Unis a fait usage. Cela vous a permis de faire de substantiels résultats, mais cela nous interroge sur votre politique de recherche et de développement. Voilà que dans le même temps, vous annoncez la suppression de 400 postes en France dans la recherche et le développement. Vous comprendrez que ces décisions suscitent l'incompréhension à l'heure où une mobilisation totale des efforts des Français et de l'ensemble des acteurs économiques est nécessaire. Et peut-être n'est-ce que le début, nous attendons ce soir avec impatience. Alors que notre pays déploie un plan de relance d'une ampleur inégalée dans son histoire, l'efficacité des aides publiques et de leur distribution revient donc au cœur des débats. Des missions parlementaires se sont penchées sur la conditionnalité des aides à des engagements sociaux ou des engagements environnementaux. Sanofi a été bénéficiaire de premier rang des aides publiques françaises en matière de recherche et développement. Je crois que vous pourrez nous confirmer 150 millions d'euros de crédit impôt recherche et de CICE. Pourtant, vos dernières annonces de restructuration visent particulièrement les postes de chercheurs des centres de recherche et développement. Comment interpréter ces décisions ? Comme une insuffisance de la politique publique en faveur de la recherche privée, ou à l'inverse, comme la démonstration d'une trop faible conditionnalité de ces aides. Vous comprendrez que nous sommes au cœur là, de la relance économique. Dans un contexte de forte mobilisation des scientifiques, des industriels et des pouvoirs publics,
comment expliquer l'échec de la France dans la course au vaccin et au-delà des difficultés techniques éprouvées par vos équipes, dont vous nous parlerez certainement, liées à la rapidité des recherches, peut-on y voir un symptôme de nos propres faiblesses économiques? Les insuffisances du capital risque expliquent-elles les difficultés à financer la recherche en France? Ou bien l'industrie française a-t-elle raté un virage stratégique en sous-investissant dans ses capacités de recherche, comme le suggèrent certains rapports récents? La France et ses grands acteurs pharmaceutiques ont-ils un train de retard, pardonnez-moi là aussi d'être direct, ou notre pays pourrait-il se développer comme terre de biotech pour de nouvelles pépites? L'impact économique du coronavirus a entraîné en France de nombreux appels à la relocalisation de capacités de production industrielle, en particulier en matière de santé. Des entreprises se sont lancées dans la fabrication de masques, de respirateurs. La dépendance de notre pays aux principes actifs s'est fait évidente. Cela m'inspire 2 dernières questions. D'abord, vous inscrivez-vous dans cette réflexion? Et si oui, quels produits, quel segment de la chaîne de valeur avez-vous identifié comme prioritaire pour la relocalisation? Et ensuite, les difficultés de Sanofi à faire aboutir, ou pas d'ailleurs, vous nous le direz, la production d'un vaccin français et les déclarations du groupe au sujet de doses destinées en premier aux États-Unis ne montrent-ils pas les limites d'une telle stratégie de relocalisation? Pour l'industriel que vous êtes, les logiques de marché feront-elles finalement toujours obstacle à un raisonnement en termes de capacité nationale de production? Voilà, Monsieur le Président, nos premières questions à Madame la Présidente et moi-même. Et avant que nos collègues nous posent toute une série de questions, je vous propose de prendre la parole pour des propos liminaires. Merci beaucoup, Mesdames les Présidentes. Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je vous remercie d'abord de cette invitation qui est importante pour moi parce que ça me permet de répondre à un certain nombre de questions, mais aussi de présenter le groupe Sanofi à nouveau, puisque j'ai parfois le sentiment que tout le monde connaît Sanofi, mais que personne ne connaît réellement l'organisation de ce groupe et ses axes stratégiques. Donc je vais peut-être commencer par ça, en vous présentant en quelques minutes l'organisation de Sanofi, ses grandes divisions commerciales, sa puissance industrielle et les éléments liés à la recherche. Et si vous voulez bien, je présenterai aussi dans mon propos introductif quelques éléments de réponse sur le vaccin et sur la R&D. Tout d'abord, les grandes divisions du groupe Sanofi. Sanofi a 4 grandes divisions. Et je vais commencer par la division de médecine générale. La division de médecine générale est celle que vous connaissez le plus, sans doute, puisque c'est la plus ancienne au sein du groupe. Elle comporte un grand nombre de produits qui sont assez connus du grand public. Je vais en citer un, par exemple, qui est le Lovenox, pour ceux qui ont été hospitalisés et qui ont subi une chirurgie, notamment. C'est un médicament qui est très largement utilisé. C'est une division qui utilise des produits qui sont pour la plupart assez anciens, issus de la chimie, et qui, jusqu'à il y a encore quelques années, représentait une très grande partie du chiffre d'affaires du groupe. Donc vous aviez plus de 70% des revenus qui étaient tirés de ces produits plutôt anciens, plutôt issus de la chimie. Donc je cite Lovenox, mais vous avez aussi les insulines dans le diabète. Vous avez un certain nombre de produits comme le Cardégique, par exemple, que vous connaissez aussi. Donc ces produits-là, au sein du groupe, ont prospéré et ils arrivent aujourd'hui à une phase de maturité. Vous connaissez le modèle économique de la pharma, il y a des chutes de brevets, donc c'est des produits qui arrivent plutôt en fin de cycle de vie et qui ont permis en grande partie de financer la recherche pour les innovations dont je vais vous parler dans quelques minutes. La deuxième grande division au sein de Sanofi, c'est une division qui fait des produits d'automédication, donc des produits qui ne nécessitent pas d'avoir une prescription médicamenteuse, et que vous pouvez trouver en pharmacie. Et là aussi, vous les connaissez, j'espère, un certain nombre, l'isopaïne, Toplexil, un certain nombre de médicaments. Et puis un produit qui est entre la prescription et l'automédication, qui est le Doliprane, qui est un médicament que les Français connaissent, puisque dans les sondages qu'il peut y avoir de popularité sur les marques, c'est une marque qui arrive même, je crois, avant Google. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'importance de ce médicament dans la population française. Cette division automédication, elle est importante pour Sanofi. Pourquoi ? Parce que dans un modèle où, comme je l'ai expliqué, notre cycle économique passe par les brevets et la chute des brevets, avoir une business unit, une division qui est sur de l'automédication,
vous échappez en fait à cette chute de brevet, puisqu'on est sur quelque chose qui est en dehors de la prescription des prescripteurs, et donc vous avez une durée de vie qui est plus longue sur ce type de division. Avec un bémol, c'est que l'automédication en France est pas extrêmement développée, contrairement à d'autres pays du monde. Et si je compare, y compris à l'Europe, on est sur un marché qui est nettement en retard, pour des raisons à la fois culturelles et à la fois aussi liées au principe qu'on a en France de prise en charge de l'ensemble des produits au sein des systèmes de protection sociale. La troisième division du groupe Sanofi, et on va en parler probablement dans cette audition, c'est évidemment la division vaccin. Nous avons au sein de Sanofi une division qui est parmi les plus importantes du groupe et les plus importantes du monde. Je rappelle, avant la crise du Covid, vous avez 4 acteurs majeurs autour du vaccin. Vous avez Pfizer, vous avez le groupe Merck aux États-Unis, vous avez le groupe GSK et vous avez le groupe Sanofi. Sanofi, c'est en grande partie le vaccin du voyageur, le vaccin du jeune enfant et le vaccin de la grippe. 1/6 de la production mondiale grippe est faite par Sanofi, ça représente plus de 250 millions de doses, et ça permet, lorsqu'il y a des crises, comme cette année aussi, où on a eu une volonté de vacciner massivement contre la grippe saisonnière pour éviter une conjonction de passage aux urgences pour grippe saisonnière et Covid, ça permet à un pays comme la France d'avoir accès à un producteur local et davantage de doses. Donc c'est une division qui est extrêmement importante, et dans la stratégie du groupe, dont je parlerai tout à l'heure, c'est le deuxième axe stratégique qui a été proposé par le nouveau directeur général Paul Hudson. Il s'agit pour nous de renforcer la division vaccin, j'y reviendrai. Et puis la quatrième division, qui est probablement la plus inconnue, c'est pour ça que je voulais passer un petit peu de temps pour vous présenter ça, c'est la division qui est dite de médecine de spécialité. Et là, quand on fait un sondage autour de la connaissance de Sanofi, souvent quand je pose la question « est-ce que vous connaissez les produits ?», souvent le Triprane revient, souvent le Lovenox revient, souvent des produits d'automédication reviennent, mais peu connaissent les médicaments qu'on utilise dans les maladies rares chez Sanofi. Donc on est un leader mondial de la maladie rare, maladie de Gaucher, maladies les plus rares qui peuvent exister, maladies autour de l'hémophilie par exemple aussi, où on est très présent. Et puis vous avez toute une autre partie de la sphère des maladies de spécialité, la sclérose en plaques. Sanofi est un leader mondial dans la sclérose en plaques, c'est peu connu. Sanofi est aussi un leader aujourd'hui dans les maladies immunologiques, si bien que lorsqu'on se projette dans un temps un petit peu plus long, à 2025 par exemple, les analystes financiers indiquent que Sanofi sera probablement le premier groupe mondial en maladies immunologiques. On a notamment un produit qui s'appelle le Dupixent, peu connu des Français, mais qui est aujourd'hui le médicament leader dans la dermatite atopique et qui vient de rentrer dans l'asthme sévère et qui est considéré par la plupart des cliniciens et des observateurs comme une révolution technologique et clinique pour la prise en charge de ces maladies, sachant que vous êtes dans la dermatite atopique, vous êtes dans l'asthme sévère, mais demain vous serez probablement dans l'urticaire chronique, vous serez dans la polypose nasale, éventuellement le lupus. On a aujourd'hui un programme de 13 indications en développement sur ce médicament. C'est peu connu, c'est pour ça que c'était important pour moi de partager ça avec vous, mais c'est aussi ça l'avenir du groupe. C'est un changement radical qui passe de la médecine générale avec des produits issus de la chimie à une transformation de médicaments issus de la biotechnologie. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui est en train de se passer chez Sanofi, c'est vraiment cette transformation qui s'est opérée et qui a commencé il y a 10 ans. On était issu d'un groupe qui faisait exclusivement de la chimie pharmaceutique, et au cours des 10 dernières années, Sanofi s'est considérablement renforcé sur des plateformes technologiques qui nous permettent aujourd'hui de faire de la biotechnologie. Si bien que, pas très loin d'ici, à Vitry, je pense qu'il y a des représentants de ce territoire ici dans cette assemblée, on est capable aujourd'hui de faire des anticorps monoclonaux, des thérapies ciblées, des anticorps multispécifiques. On a un développement sur un médicament dans le cancer du sein. On a un médicament qui est extrêmement intéressant, qui est en cours de développement à l'IGR, qui s'appelle l'anti-CEACAM5, excusez-moi pour la terminologie scientifique, mais c'est un antibody drug conjugate, c'est-à-dire que c'est une thérapie ciblée sur laquelle vous greffez une cytotoxique qui va s'attaquer à la tumeur dans le cancer du poumon, premier cas de développement.
Il était important pour moi, Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, de rappeler que derrière cette image parfois erronée de Sanofi, de laboratoire ancien et peu innovant, il y a derrière des plateformes technologiques extrêmement innovantes qui vont nous permettre, et qui nous permettent déjà, de rayonner dans le monde entier dans des aires thérapeutiques qui sont parmi les plus graves. Je voudrais ajouter à mon propos introductif quelque chose qui est une singularité au sein de chez Sanofi, c'est sa capacité industrielle. On l'a vu, ça s'est illustré récemment par les accords qu'on a pu conclure avec BioNTech ou avec Johnson & Johnson, mais Sanofi a fait le choix d'avoir une puissance industrielle intégrée. Nous avons donc des capacités industrielles très fortes. Nous sommes très peu dépendants, contrairement à d'autres laboratoires de l'Asie, par exemple. Sanofi, c'est 70 usines, c'est 30 en Europe, c'est 18 en France. 18 en France. Je pense qu'on l'oublie parce que 18, c'est plus que Renault et Peugeot réunis. C'est présent dans 9 régions sur 13. On est donc présent dans les territoires avec un outil industriel qui s'est modernisé et sur lesquels on fait des investissements permanents. Sur les 5 dernières années, c'est 1,5 milliard qui ont été investis dans nos usines pour les moderniser. Donc vous avez à l'intérieur du groupe Sanofi une très grande division industrielle, c'est plus de 11 000 salariés en France qui travaillent dans nos usines. Et je voudrais les saluer, je profite d'être présent en face de la représentation nationale, pour dire que sur cette année, où ils ont été fortement mobilisés pour continuer à produire des médicaments qui étaient essentiels pour les hôpitaux et pour les médecins, ils se sont démenés. Il y a une production, celui du Doliprane par exemple, qui a été multipliée par 3, et je dois reconnaître que c'est un exploit qu'ont fait les équipes, et c'est parce qu'on a cette production sur site qu'on a été capable de le faire. C'est extrêmement important parce qu'on parlera de souveraineté tout à l'heure, mais avoir autant d'usines sur un territoire, au regard du chiffre d'affaires que fait Sanofi en France. Je rappelle que Sanofi en France, c'est un groupe qui fait 1,6 milliard environ de chiffre d'affaires. Pour un groupe qui, au bord international, en fait plus de 36, et qui, avec donc 5 ou 6% de son chiffre d'affaires sur un territoire comme la France, a néanmoins près de 25% de ses effectifs qui sont sur le territoire national. Donc vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre extrêmement fort, ce qui permet d'avoir quelque chose de très satisfaisant, à mon avis, pour l'économie française, à savoir une contribution majeure à la balance commerciale, positive. On est un des groupes qui contribue le plus, on est le 4e groupe, 5e en termes de contribution à la balance commerciale. Et si vous regardez l'année dernière, le rapport du Trésor a été publié récemment, c'est la pharmacie qui est le seul contributeur positif à la balance commerciale dans le cadre de la crise, et c'est en grande partie grâce à Sanofi. Je vais revenir sur la situation des vaccins. Sanofi, au mois de mars de l'année dernière, fait le choix d'une technologie particulière dans la course aux vaccins. Je remets quelques éléments de calendrier parce que parfois on l'oublie dans cette crise. Le code génétique du Covid-19 est publié par les autorités chinoises au mois de janvier. À partir de ce moment-là, les laboratoires pharmaceutiques et les centres de recherche peuvent commencer à travailler sur les réponses à apporter en termes de vaccins. Au mois de mars, il y a un certain nombre de réunions et des industriels se positionnent sur différents types de technologies. L'ARN messager, dont on parlera tout à l'heure, les adénovirus, les vaccins vectorisés, AstraZeneca, Johnson & Johnson, et des protéines recombinantes ou des vaccins inactivés. C'est les 4 grandes technologies qui existent dans le monde du vaccin. L'ARN messager, il n'y a aucun précédent, aucune preuve que c'est un vaccin qui peut marcher. Il y a un faisceau de conviction, mais il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de vaccin à ce moment-là, au mois de mars de l'année dernière, qui permettent de dire que l'ARN messager va être une technologie qui va fonctionner. L'adénovirus, les plateformes à base d'adénovirus, il y a un précédent, c'est Ebola, avec des plus et des moins, et un certain nombre d'éléments scientifiques qui nous font penser, nous, chez Sanofi, que la plateforme adénovirus peut avoir
des éléments négatifs par rapport à la troisième plateforme, celle que nous choisissons, qui est la plateforme de la protéine recombinante, qui, elle, a un avantage, c'est d'être prouvée dans la clinique à travers la vaccination grippale. C'est un vaccin, la protéine recombinante est une technologie qu'on utilise dans le vaccin grippe saisonnière. Et au moment où on fait ce choix-là, on sait que ça va être plus long. On sait que ça va être plus long que de développer un vaccin à base d'ARN messager ou d'adénovirus. Mais on a une garantie supérieure à nos yeux que cette technologie-là peut fonctionner. Et donc, on fait ce choix-là. Alors, a posteriori, on peut se dire pourquoi ne pas avoir choisi l'ARN messager, etc. Et c'est parfois, malheureusement, le choix rationnel que vous faites quand vous maîtrisez un sujet. Lorsque vous êtes Moderna, lorsque vous êtes BioNTech, lorsque vous êtes CureVac et que vous avez dans votre portefeuille que cette technologie-là, vous la poussez. Nous avions le choix entre plusieurs technologies et nous avons préféré utiliser la technologie qu'on maîtrisait le mieux, celle de la protéine recombinante. Si notre développement clinique avait passé toutes les étapes le plus vite possible, nous aurions été présents en juin-juillet de cette année. Vous voyez donc que le retard qui était imputé à Sanofi de ne pas être là au mois de janvier, c'est technologiquement impossible pour nous de le combler. On sait que pour produire un vaccin de type protéine recombinante adjuvantée, ce qui est déjà un exploit, 15 mois, c'était le maximum qu'on pouvait faire. Il s'avère qu'on fera plutôt 18-24 mois, plutôt 18-19 mois, avec un vaccin qui va arriver d'ici l'automne, octobre-novembre de cette année. Ce qui est en tant que tel, et il faut qu'on se le dise aussi entre nous, le vaccin le plus rapide avant le développement des vaccins dans le cadre du Covid, c'était le vaccin contre Ebola, il avait pris 4 ans. Ça avait pris 4 ans. Les vaccins ARN messagers qui sont arrivés au bout de 9 mois, c'est un exploit extraordinaire. Avec une technologie dont on va devoir avoir la maîtrise très rapidement, puisqu'on voit que la technique de l'ARN messager est probablement la meilleure technique en cas de crise sanitaire. Néanmoins, avoir plusieurs types de technologies disponibles et être capable de répondre en cas de crise en ayant plusieurs armes, plusieurs cordes à l'arc, c'est quand même aussi utile. Vous voyez bien, dans la situation des adénovirus actuellement, que le niveau d'incertitude persiste. Je suis le premier à être très impressionné par les résultats de l'ARN messager. Je pense que c'est quelque chose de formidable. Les résultats des adénovirus sont très bons. J'espère que la situation d'AstraZeneca va se régler favorablement parce qu'on a besoin d'AstraZeneca, mais on a aussi besoin de tous les autres vaccins qui vont arriver parce que, et c'est un point très important, je l'ai dit à plusieurs reprises publiquement, il ne s'agit pas de développer des vaccins. On développe des vaccins, on a des industriels qui savent faire. Il s'agit de les produire en quantité industrielle et en quantité colossale. Et vous voyez bien qu'actuellement, après avoir eu une course en disant qui va sortir le premier vaccin, la vraie tension, elle s'opère sur les capacités de production. Et là, je pense qu'on peut avoir une certaine forme de fierté, parce que lorsqu'on a constaté un léger retard pour notre vaccin chez Sanofi, nous avons fait le choix de mettre nos capacités de production dont je parlais tout à l'heure, qui sont une puissance industrielle, au service de BioNTech et de Johnson & Johnson, pour être en capacité de produire d'ici la fin de l'année, à partir de l'été, probablement début septembre, près de 20 millions de doses. 20 millions de doses par mois, donc destinées aux patients européens. C'est quand même quelque chose qui est assez rare, de travailler avec nos concurrents pour pouvoir essayer de régler le plus vite possible cette crise sanitaire. Je passe à la R&D, puisqu'il y a effectivement eu, au moment du mois de janvier et tout le débat autour du vaccin français, des vaccins ARN messagers, des retards sur la production, une annonce sur la réduction des effectifs au sein de la R&D de Sanofi. Alors déjà, je voudrais faire une précision, ça ne concerne pas le vaccin. On est sur quelque chose qui est totalement étranger au secteur du vaccin, sur lequel on a des investissements. Comme je l'ai dit, c'est la deuxième priorité du groupe. Le choix qui a été fait, c'est de faire un plan de départ volontaire qui a été annoncé par notre directeur général au mois de juillet dernier et qui a débuté, les négociations ont débuté ce mois de janvier-là avec nos équipes. Il s'agit effectivement d'un plan de départ volontaire, c'est-à-dire
ceux qui lèvent la main peuvent partir. Ceux qui connaissent Sanofi, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous connaissent Sanofi, vous savez que lorsqu'on fait des plans de départ volontaires, on les fait dans de très bonnes conditions. On s'occupe de nos salariés et on les accompagne jusqu'au bout. Et donc, c'est un plan qui est extrêmement positif pour un certain nombre de ceux qui lèveront la main pour partir. Ce qui est très important, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce type de restructuration. Eh bien, ces restructurations s'expliquent par la transformation que je vous ai évoquée dans la nature des produits qui sont développés chez Sanofi. Lorsqu'il y a 10 ans, on fait que de la chimie, 10 ans plus tard, vous vous rendez bien compte qu'on n'a plus besoin forcément de la même nature de chercheurs pour travailler sur les produits de demain. Les produits issus de biotechnologie nécessitent des plateformes technologiques, travailler sur des anticorps monoclonaux, des multispécifiques, des petites molécules, des petites protéines, de la thérapie génique. Ce genre de compétences nécessite d'avoir de nouvelles compétences, mais qui dit nouvelles compétences dit aussi nature de compétences qui aujourd'hui disparaissent. Et on reviendra, et je répondrai à votre question sur le modèle de recherche. Lorsqu'on a chez Sanofi très intégré notre recherche, on a des capacités chez nos chercheurs de travailler sur des molécules issues de la chimie, par exemple, sur lesquelles on ne travaillera plus demain. D'où le plan de départ volontaire. J'ajoute qu'on a fait des choix. La stratégie qui a été présentée par notre nouveau directeur général, c'est de faire des priorités, c'est-à-dire de mettre des investissements à taille critique. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la sclérose en plaques, on a un produit qui est extrêmement prometteur. Eh bien, nous multiplions les essais cliniques sur ce produit. On fait 4 phase 3 simultanées. Phase 3, ça coûte plusieurs centaines de millions d'euros simultanément sur ce produit-là. Donc, on fait des choix. Et pour faire des choix, il faut avoir les moyens de faire ces choix et donc de mettre les ressources nécessaires. Donc, on a fait le choix de la sclérose en plaques et des médecines de spécialité, des médicaments soit les meilleurs de leur catégorie, soit les premiers dans leur catégorie sur des maladies graves. Et donc, nous avons fait le choix aussi d'arrêter de la recherche dans certaines aires thérapeutiques dans lesquelles on n'avait rien dans notre portefeuille. Alors même qu'on est un leader du diabète, nous n'avions rien dans notre portefeuille produit qui pouvait permettre d'apporter aux patients demain des médicaments qui font la différence. Et malheureusement, c'est extrêmement difficile de convertir un chercheur très pointu dans le diabète en chercheur très pointu en cancérologie ou en thérapie génique. Donc on fait des plans de départ volontaires. C'est comme ça, et j'allais dire, c'est ce qui nous permet, dans notre secteur, de continuer à se transformer et d'évoluer. C'est la science qui dicte la manière dont on doit se structurer. Il faut bien que tout le monde le comprenne. S'il n'y a pas de science, depuis, je vous dis, 10 ans, mais qui s'accélère, c'est d'aller là où la science nous emmène, et là où les produits les plus innovants peuvent être les plus exploités et les mieux à même de répondre aux besoins des cliniciens ou des patients. Donc, le fait de faire un plan de départ volontaire dans la R&D est un choix assumé. Est-ce que ça veut dire que Sanofi se désengage en matière de recherche et développement? C'est l'inverse. Nous investissons plus aujourd'hui en recherche et en développement qu'on ne l'a jamais fait. Et vous avez évoqué le désengagement au sein de Regeneron. Le désengagement au sein de Regeneron nous a permis d'investir massivement sur des nouvelles technologies, en faisant notamment des acquisitions ciblées. Nous avons fait notamment l'acquisition de ce produit dans la sclérose en plaques. On était en partenariat avec une biotech, on l'a racheté. Alors cette biotech, elle est à Boston. Donc ça veut dire effectivement des chercheurs qui vont être à Boston. Mais on est un groupe mondial. La molécule va être produite à Sisteron. Le développement clinique va se faire avec les équipes qui sont basées en France. Donc vous voyez, il ne faut pas voir le changement du modèle de recherche comme quelque chose qui va venir réduire l'empreinte de Sanofi en France. Au contraire, on met du fuel, ou de l'électricité, maintenant c'est plus populaire, dans le moteur, et on met de l'électricité dans le moteur pour pouvoir aller plus vite. Et Sanofi, je le rappelle ici parce que c'est important, c'est 2 milliards d'euros d'investissement en recherche et en développement en France. En France, c'est 6 milliards aux bornes du groupe, 2 milliards en France, ce qui fait de Sanofi le premier groupe en termes d'investissement R&D du CAC 40. Voilà ce que je pouvais dire
dans mes propos introductifs et maintenant je suis prêt à répondre à toutes vos questions et je profiterai pour, j'ai pris les notes, à continuer à répondre aux questions que vous avez évoquées dans vos propos introductifs, mesdames les présidentes. Alors, première demande de question de la Commission des affaires sociales, Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur pour ces propos introductifs. Je voudrais donc vous poser plusieurs questions, mais rapidement bien sûr, le temps est compté. Sanofi est l'entreprise française du CAC 40 qui est la plus bénéficiaire en 2020. Or, en 2019, vous avez fermé un site de sécurité du médicament d'Alfortville dans le Val-de-Marne. Fermeture pour 2022 du site de R&D de Strasbourg. Et en 2008, il y avait 11 sites de R&D pharma en France, avec plus de 6 000 salariés en CDI, hors contrat suspendu. Et fin 2020, il y aura la moitié moins de salariés, avec 4 sites, si je ne compte pas celui de Strasbourg que vous allez fermer. Sur les plans de départ volontaire en très bonnes conditions, c'est une interprétation des choses, puisque vous avez utilisé 2 projets de rupture conventionnelle collective en juin pour 523 départs, ce qui est une procédure bien moins favorable qu'un plan de licenciement. Et je voudrais donc vous poser la question suivante, qui vous a d'ailleurs été posée par Madame Prima. C'est en tout cas un petit peu différemment peut-être, mais est-ce que vous ne voyez pas vraiment une relation de cause à effet entre cette politique de suppression d'emplois et le retard qui est accusé aujourd'hui par Sanofi au pays de Pasteur par rapport à la vaccination, mais y compris par les choix que vous imprimez depuis des années de choisir d'abandonner un certain nombre de molécules qui ne seraient pas rentables. Est-ce qu'il n'y a pas une relation de cause à effet entre cette politique qui entraîne la disparition de 60% des postes de chimistes en France et l'abandon des capacités de recherche internes en petites molécules pour consacrer le gros de l'activité de R&D du groupe dans l'intégration et le développement de molécules trouvées par d'autres, principalement des start-up partenaires ou rachetés? Comment Sanofi peut prétendre vouloir relocaliser de l'activité de fabrication de principes actifs en France et en Europe, alors même que 6 usines de production 100% Sanofi et présentes en Europe vont intégrer une société EuroAPI dont Sanofi ne détiendra plus que 30% des parts d'ici 2022-2023. La pseudo-relocalisation ne serait-elle pas une aubaine pour désindustrialiser Sanofi en France et en Europe? Enfin, ma dernière question. Il y a 20 ans, je salue le fait que Sanofi ne faisait pas partie des 39 entreprises qui avaient poursuivi le gouvernement sud-africain qui voulait produire des génériques contre le sida. Pourquoi aujourd'hui Sanofi refuse la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, ce qui permettrait une fabrication la plus large possible pour répondre à cette pandémie? Et à cette occasion, permettez-moi de vous remettre la proposition de loi d'un pôle public du médicament et des dispositifs médicaux du groupe communiste républicain citoyen écologiste. Merci. Merci Madame la sénatrice. En main propre, je ne suis pas sûre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comment vous voulez faire? Vous voulez prendre plusieurs questions? Voilà, si vous le permettez. Pour la Commission des affaires économiques, Rémi Cardon. Bonjour. Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, pardon. Mes chers collègues, je suis assez inquiet puisque vous avez dévoilé quelques chiffres et quelques éléments sur votre stratégie dans le pays où on n'a toujours pas de vaccin au pays de Pasteur. J'ai l'impression aussi que c'est un échec cuisant sur une stratégie de long terme où il y a même vous dites qu'il n'y a pas de désengagement de votre direction pour la recherche, mais en même temps, il y a des chiffres qui démontrent qu'il y a un désengagement. Tout simplement par les plans sociaux successifs qui entraînent une suppression de plus de la moitié de postes en recherche et développement, alors qu'en même temps, vous avez bénéficié de 1,5 milliard de crédits d'impôt de recherche. Ces plans de restructuration, vous en avez vaguement parlé, ont des conséquences sociales dramatiques, alors que le groupe s'apprête à verser 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires pour l'année 2020. Pour le coup, ça, vous n'en avez pas parlé. Au total, le nombre d'emplois supprimés en 10 ans s'élève à près de 5000 emplois.
Ces chiffres nous démontrent en tout cas une stratégie tournée vers le profit davantage que vers l'intérêt général. Ces derniers jours, 400 emplois vont être supprimés. Un site à Strasbourg qui sera potentiellement fermé, si j'ai bien compris. En tout cas, la gestion de la crise par le gouvernement a permis de mettre en lumière l'absence de souveraineté nationale, la délocalisation successive qui ont exclu, en tout cas du territoire français et européen, la fabrication d'un certain nombre très important de molécules essentielles. Alors, moi, ma question, elle est très simple. Vous avez essayé d'y répondre en quelques mots juste avant. Que comptez-vous faire pour, trouver des vraies solutions, des solutions concrètes, et que Sanofi est un fleuron de notre pays sur les questions médicales et pharmaceutiques, mais comment on retrouve en tout cas du sens et de la souveraineté dans notre recherche et notre production de médicaments. Et là, pour le coup, il y a urgence. Voilà. Merci. Madame Poncet-Monge. Merci Madame la Présidente. Voilà, ma question porte sur la stratégie du groupe en matière de recherche et développement et sur le versant traitement. Je ne reviens pas sur ce qui vient d'être dit, ça me raccourcit mon intervention. Mais Sanofi a arrêté sa recherche sur les anti-infectieux en 2018 et s'apprête à abandonner 2 usines essentielles à la production d'antibiotiques en Europe. Pourtant, nous avons besoin de manière cruciale de traitements contre la Covid, mais également contre les futures pandémies qui ne manqueront pas d'arriver. L'OMS ne cesse d'alerter, et dernièrement dans son plan d'alerte 2011-2016, c'est très clair, la résistance aux antibiotiques constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. Donc vous externalisez la recherche vers des start-up, puisque ça compte dans les crédits impôts recherche, et vous abandonnez la recherche anti-infectieux, qui ne constitue pas une orientation stratégique, une de vos orientations stratégiques, dont je ne pense pas que c'est la science qui dicte la manière de se restructurer, mais plutôt la politique quand même de versement des dividendes. Ce qui pourrait, cette recherche anti-infectieux, prévenir les catastrophes sanitaires à venir, même si, voilà, on le voit bien, maintenant on est face à une crise sanitaire, vous n'avez pour l'heure ni vaccin ni traitement. Donc mes questions sont: quand Sanofi va-t-il relancer sa recherche en interne sur les antiviraux, antibiotiques et antiparasitaires, soit relancer une unité de recherche en interne sur les anti-infectieux? Quels sont les investissements prévisionnels de Sanofi sur les 2 projets de vaccins, protéines recombinantes et ARN messager? Pour le choix du vaccin protéinique, qui est le plus spécifique, avez-vous des pistes pour intégrer les variants, et notamment les 4 variants actuels, dans ce futur vaccin? Et enfin, pourquoi tant de délais pour participer au flaconnage des vaccins Pfizer ou Johnson & Johnson? Certains estiment en interne que c'était possible dès mars et pour des quantités bien supérieures. Je vous remercie. Merci. Evelyne Renaud-Garabédian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaitais vous questionner sur l'investissement que vous avez récemment réalisé sur une société française installée à Lyon dans le domaine de la biotech qui s'appelle Nova Discovery. Cette entreprise a mis au point une plateforme de simulation d'essais cliniques pour prédire à l'avance l'efficacité des médicaments, optimiser le développement d'essais cliniques. Cet outil de médecine prédictive permettrait de raccourcir le temps entre la découverte, par exemple, d'un vaccin et son accès au marché. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette solution, en indiquer les délais et les mises en application que l'on pourra en attendre? Je vous remercie. Très bien. Et pour terminer cette première série, Bernard Jomier. Merci, Madame la Présidente. Beaucoup de questions ont été posées, donc je vais aller plus sur le détail et évidemment sur la question des vaccins. Donc sur le vaccin à protéines recombinantes, vous nous avez donné un calendrier qui est en fin d'année, la mise sur le marché, enfin à l'automne, vous avez dit la mise sur le marché. Sur le vaccin à ARN, j'aimerais que vous nous précisiez un peu plus les choses, parce que déjà, vous allez faire de la mise en flacon pour la BioNTech, mais vous développez vous-même votre propre vaccin ARN, ce qui va quand même assez peu inciter Pfizer à vous transférer beaucoup de technologies. Vous êtes quand même concurrent
dans cette économie de marché. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas là une source de difficulté? La deuxième source de difficulté, un des membres du comité vaccination attire l'attention sur le risque de pénurie, non pas de flacons, d'aiguilles simplement, comme c'est largement dans le débat, mais sur les matières premières, sur les éléments lipidiques, sur les nucléosides qui servent à monter les chaînes d'ARN messager. Et donc, est-ce que ce risque de pénurie de matières premières est réel? Auquel cas, comme vous arrivez bien après les autres vaccins ARN, quelles vont être vos capacités de production en la matière? Je vous remercie. Alors, il y a d'autres inscrits, mais on va inviter peut-être Monsieur le Président à répondre à cette première série de questions. Alors, merci beaucoup pour la richesse de ces questions qui va me permettre d'essayer d'apporter des éléments complémentaires et de précision. Vous avez raison, il y a moins de sites de R&D en France, puisque nous avons une stratégie de consolidation sous forme de centre d'excellence. Il faut imaginer qu'avoir des chercheurs qui sont sur plusieurs zones dans le territoire, le modèle de recherche d'aujourd'hui, qui est très technique, nécessite qu'il y ait plutôt des collaborations colocalisées. Et le choix qui a été fait par Sanofi, qu'on peut contester, mais qui est un choix qui me semble, moi, logique, c'est de consolider sur un même lieu les compétences sur des aires thérapeutiques choisies. Donc vous avez une aire thérapeutique sur laquelle on investit énormément, qui est probablement au-delà de 2025, là où Sanofi sortira le plus de produits, c'est la cancérologie et l'immuno-oncologie. Et donc, vous avez raison, nous avions une équipe à Strasbourg, une 60aine de personnes, et nous avons proposé à cette équipe de rejoindre le site de Vitry pour colocaliser les chercheurs sur le site et avoir, au fond, réussir à faire quelque chose qu'on a du mal à faire en France, et je voudrais parler de ça tout à l'heure, si vous me le permettez, Mesdames les Présidentes, c'est des logiques de cluster, ce que font très bien les autres pays, où vous avez au sein d'une même zone géographique les compétences qui sont à proximité et qui permettent d'avoir une génération de recherche et de produits qui permet aujourd'hui à Boston, à San Francisco ou au Maryland ou à Cambridge, pas très loin ici en Angleterre, d'avoir des capacités de recherche et de découverte supérieures à ce qu'on a. Donc, il y a effectivement une concentration de nombre de sites, une diminution du nombre de chercheurs, et là, c'était important, effectivement, on avait énormément de chercheurs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Sanofi, il y a 10 ans, c'était une société qui faisait de la chimie. Une société qui faisait de la chimie, et Jean-François Dehecq, qui est le fondateur de ce groupe, considérait que l'avenir de la pharmacie, c'était de la chimie. Or, depuis le début des années 90 et jusqu'au début des années 2000, la vague de la biotechnologie est apparue dans notre secteur, et aujourd'hui, la plupart des médicaments qui sortent sont des médicaments issus de biotechnologie. Alors, depuis 10 ans, on voit effectivement, et dans vos propos, une diminution d'effectifs dans la R&D sur la partie chimie, mais il ne faut pas ignorer qu'en face de ces diminutions d'effectifs, vous avez aussi un changement qualitatif dans les plateformes de recherche, et vous avez à Vitry aujourd'hui des gens extrêmement qualifiés qui font plus de chimie, en tout cas plus exclusivement de la chimie. On a complètement rebalancé. Le site de Vitry, c'est un site de chimie. Aujourd'hui, c'est à la fois un site de chimie et de biotechnologie qui est capable de faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs dans le monde. Et je pense que, par exemple, notre plateforme qui fait des antibody drug conjugates, dont je parlais tout à l'heure, qui a été complétée récemment avec une acquisition d'une société belge. Donc, vous voyez, on achète aussi des sociétés au niveau européen et on aspire une partie de leur technologie pour la France. Aujourd'hui, on est capable de faire des nanobody drug conjugates à Vitry. Donc, vous avez un changement qualitatif dans les plateformes de recherche sur des choses beaucoup plus ciblées et de manière intéressante. Moi, je trouve que c'est plutôt mieux que Sanofi, sur les 10 dernières années, prise virage, puisque si on se projette dans l'avenir, la grande partie de la pharmacopée mondiale, ce ne sera plus de la chimie, mais de la biotechnologie. Ça interpelle aussi sur les modèles de recherche, parce que les laboratoires qui font maintenant 100% de leur recherche in situ, ça n'existe plus. Les modèles de recherche, aujourd'hui, nécessitent d'avoir moins de chercheurs en interne, mais des chercheurs avec des profils qui sont très différents. Des profils qui leur permettent d'aller chercher, dans des biotech externes, des nouvelles technologies, de nouvelles plateformes.
Je vais vous donner un exemple. On a fait rentrer en décembre 2019 une société qui s'appelle Syntorix, qui est une société qui est en train de travailler sur l'alphabet du code génétique. Donc vous avez des lettres dans le code génétique, et là, cette société travaille pour changer ces lettres et est en train de travailler sur un produit qui est une interleukine 2 synthétique qui pourrait être demain associé aux nouveaux traitements d'immuno-oncologie que vous connaissez peut-être, qui sont les PD-1, qui sont aujourd'hui utilisés dans les cancers immunologiques comme étant des révolutions. Ça a augmenté la durée de survie dans le mélanome métastatique, dans le poumon. Demain, dans le cancer de l'utérus, on a eu des résultats, nous, sur nos PD-1 là, dans le cancer de l'utérus qui sont assez spectaculaires. Donc, ce sont des médicaments très importants pour les gens. On pourrait associer cette interleukine 2 de Syntorix avec ces molécules-là pour encore améliorer la survie des patients dans le cancer. Intégrer cette nouvelle technologie, ça a nécessité d'avoir en interne des chercheurs, non pas qui cherchent sur leur propre paillasse, mais qui regardent à l'extérieur où se situe l'innovation. Et on va ensuite, et ça nécessite d'avoir une puissance financière, je reviendrai aux questions de M. Cardon, ça nécessite d'avoir une puissance financière qui vous permet d'avoir un accès rapide et un achat rapide de ce type de plateforme. On l'intègre, et encore une fois, quand on l'intègre, ça crée de l'activité au sein du groupe Sanofi. Sanofi, c'est 100 000 personnes dans le monde. Et donc, l'achat d'une plateforme avec des chercheurs, ça fait travailler du réglementaire, de la pharmacovigilance, du développement clinique pour pouvoir faire les essais cliniques. On a annoncé, par exemple, aujourd'hui, un partenariat avec le CHU de Bordeaux. Un grand partenariat avec le CHU de Bordeaux. On a déjà des partenariats avec des CHU, mais là, c'est pour pouvoir faire spécifiquement du développement clinique avec eux sur nos nouveaux traitements. Donc, vous voyez, et ces traitements-là, ils viennent effectivement d'une forme de recherche qui n'est plus in situ, mais qu'on va chercher à l'extérieur pour venir compléter notre portefeuille. J'ajoute, et ça fera le lien avec la question de votre collègue, Madame la sénatrice, que j'entends qu'on fasse des reproches à Sanofi sur la diminution de certains effectifs. J'aimerais aussi qu'on relève les investissements que fait Sanofi sur le territoire. L'année dernière, on parle beaucoup effectivement du plan de départ volontaire de 400 chercheurs. Enfin, ce n'est pas 400 chercheurs, c'est 400 personnes au sein de notre entité recherche, mais il y a moins de chercheurs qui sont concernés depuis quelques semaines, quelques mois. On me parle beaucoup moins de l'investissement qui a été annoncé en juin de l'année dernière, en plein milieu de la crise, à Lyon, qui est une Evolutive Facilities, donc une usine ultra-moderne de vaccins demain qui sera capable de faire de l'ARN messager notamment, qui est un investissement de 500 millions d'euros, qui va nous permettre d'avoir sur le territoire français probablement l'usine la plus moderne de vaccins du monde, avec à la clé un investissement majeur dans le digital. Donc on va faire travailler plein d'entreprises, notamment locales. Je rappelle que Sanofi en France, ça fait travailler aussi plus de 9000 PME. Donc on va travailler sur le digital, on va recruter plus de 200 personnes dans cette usine ultramoderne. Et juste à côté de cette usine, il y a un investissement de 110 millions d'euros dans un centre de recherche ultramoderne sur le vaccin. J'aimerais de temps en temps que dans les prises de parole, on contrebalance un tout petit peu, parce que c'est des investissements qui sont majeurs dans le cadre d'une crise mondiale. Avoir un groupe qui effectivement verse des dividendes, mais aussi fait des investissements de cette taille-là, qui sont à taille critique, c'est extrêmement important. J'ajoute que, je l'ai dit tout à l'heure, Sanofi investit dans son outil industriel, dans les CAPEX, comme on dit, 1,5 milliard sur les 3 dernières années. On continue à investir. On a mis 60 millions à Sisteron. 60 millions d'investissements. Sisteron pour moderniser cette usine qui va pouvoir produire quoi? 2 médicaments ultramodernes à l'avenir. Un médicament dans le cancer du sein, développé, trouvé à Vitry, et le médicament dont je parlais tout à l'heure dans la sclérose en plaques. Alors oui, Sanofi touche du crédit impôt recherche. Vous avez cité 1,5 milliard. 1,5 milliard, c'est sur 10 ans. Donc en fait, on touche environ 100 millions d'euros par an. Un peu plus, ça dépend des années, en fonction de la nature de notre recherche. C'est un crédit d'impôt. Ça veut dire qu'il y a une dépense. Et je rappelle la dépense. 2 milliards d'euros par an. Donc si je le prends sur 10 ans, c'est 20 milliards d'euros qui ont été investis dans la recherche et le développement en France par le groupe Sanofi. Le fait qu'on ait accès au crédit impôt recherche, c'est extrêmement important. Ça fait partie avec la réglementation fiscale sur
les brevets sur la propriété intellectuelle, ça fait partie des éléments d'attractivité du territoire. Je pourrais rentrer dans le détail sur ce point-là, mais il faut bien avoir en tête une chose. Et là, c'est le président France qui vous parle, ce n'est pas le directeur général Monde, Paul Hudson, mais le directeur général Monde, il regarde le monde. Et il regarde, donc il évalue en relatif. Il se dit, qu'est-ce qui se passe ici par rapport à ce qui se passe ailleurs ? Et je peux vous dire que sur le crédit impôt recherche ou sur la fiscalité autour de la propriété intellectuelle, la compétition, elle est féroce. Elle est féroce, y compris en Europe. Les Belges, les Allemands maintenant, et les Allemands, vous avez bien compris, ils ont redensifié leur tissu industriel, ils ont de très belles entreprises, donc ils densifient leur tissu industriel en faisant des dispositions, mettant en œuvre des dispositions, notamment de fiscalité, qui sont nettement plus favorables que ce qui existe en France. Et je rappelle que la France, malheureusement, pour le secteur de la pharma, c'est le pays avec la plus haute fiscalité. Et donc, quand vous vous retrouvez à avoir un ou deux dispositifs qui sont quand même incitatifs et qui nous permettent de continuer à investir 2 milliards par an dans la recherche, je pense qu'il faut plutôt le saluer. Donc moi, je salue la représentation nationale lorsqu'elle défend cet outil qui est essentiel à la souveraineté française en matière de recherche. La réponse sur les anti-infectieux et les antibiotiques nécessite peut-être d'avoir un élément un petit peu plus long. Les anti-infectieux et les antibiotiques, sur les 15 dernières années, ont vu leur prix chuter de manière vertigineuse. En grande partie en raison d'une délocalisation vers les pays asiatiques. Et aujourd'hui, le pays qui produit le plus d'antibiotiques, c'est la Chine. Et donc, vous êtes dans une compétition aujourd'hui qui est un petit peu difficile pour les sociétés comme nous, lorsque vous avez des niveaux de prix qui sont si faibles. Et pour le coup, Sanofi n'est pas le mauvais élève de la classe. On a le dernier antibiotique produit sur le territoire français en Europe, avec la piostacine, à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Et c'est une difficulté pour nous, parce que quand on voit la pression sur les prix des antibiotiques par rapport à la compétition internationale, c'est un combat de tous les jours pour pouvoir maintenir ce type de production sur le sol français. Quant à la recherche sur les anti-infectieux, vous avez raison, c'est quelque chose de majeur. Encore faut-il, je vous dis, que l'équilibre économique soit atteint, et c'est très compliqué dans cette compétition internationale de trouver une compétition, un modèle économique qui vous permet de faire les investissements nécessaires et avoir le retour sur investissement. Je reviens aussi sur un point qui est difficile pour Sanofi actuellement, qui est que nous faisons des choix, et on a fait des choix d'investissement sur des médicaments extrêmement importants qui nécessitent des investissements colossaux. Donc, au moment où vous faites des choix, vous ne pouvez pas investir partout. Et ça fait le lien avec, et je reviendrai sur l'enflaconnage des vaccins après, ça fait le lien avec la question sur EuroAPI. EuroAPI, c'est quoi ? Vous avez au sein de Sanofi des usines qui travaillent à plus de 50% pour des tiers. Comme je vous l'ai dit, on a cette compétence en interne chez Sanofi, on est un très bon acteur industriel, donc d'autres laboratoires viennent nous voir en nous disant « Est-ce que vous pouvez travailler pour nous et produire pour nous ?» 6 usines en Europe, vous l'avez dit, et ces 6 usines sont très performantes, mais elles travaillent en grande majorité pour des tiers et sur des produits plus anciens. Encore une fois, quand vous faites une stratégie, il y a plein de définitions dans tous les dictionnaires de la stratégie, mais ma définition à moi, c'est un choix différent d'allocation de ressources en fonction de vos priorités. Lorsque vous mettez vos investissements sur les médicaments les plus innovants et que vous regardez l'autre partie de votre outil industriel où vous avez de l'intérêt, mais vous ne pouvez pas investir autant, qu'est-ce que vous faites ? Soit vous le vendez et vous dites je m'en débarrasse, je ne peux pas investir, soit vous vous dites comme Sanofi, ça travaille bien, ce sont des bonnes usines, il y a un intérêt de souveraineté nationale, essayons de créer un groupe à taille critique, peut-être le numéro 1 mondial de demain, qui sera capable de produire sur la plaque européenne des principes actifs, et donc créons une société. Donc Sanofi,
s'est lancé dans la création de cette société, EuroAPI, va rester au capital, 30%. Vous imaginez bien qu'on ne se met pas en majorité parce que l'intérêt de ne pas être en majorité, c'est de pouvoir offrir à l'ensemble de l'écosystème de venir travailler avec cette nouvelle société. Un des freins aujourd'hui de développement de ces usines-là, c'est justement qu'elles appartiennent à Sanofi. Nous, on veut les développer. On veut faire grandir cette société-là et on veut faire de EuroAPI, demain, une structure qui sera capable de rapatrier du principe actif. On travaille, par exemple, aujourd'hui avec Vertolaye pour pouvoir faire revenir une production de dexaméthasone. On travaille avec l'État là-dessus. L'idée de EuroAPI, c'est vraiment de renforcer et de consolider un marché qui est extrêmement éclaté sur le territoire européen. Vous avez énormément de petites structures qui font de la production de principes actifs et qui ne peuvent pas concurrencer les tarifs qui sont faits par les pays asiatiques. Donc vous devez avoir une taille critique, vous devez avoir un éventail de produits supérieurs, et puis vous devez avoir quand même quelque chose qu'il faudra à un moment travailler, qui est est-ce qu'il y a une préférence qui doit être faite lorsque la production elle est faite sur le territoire européen par rapport à d'autres territoires du monde. Donc on est en train de travailler là-dessus, et dans un moment où je suis aussi membre de France Industrie, où on discute avec Alexandre Sobo sur la nécessité de retrouver des marges de main-d'œuvre industrielle en France, avoir un projet industriel comme EuroAPI, je pense que c'est une bonne nouvelle. Avoir un projet industriel, quand vous discutez maintenant avec les équipes d'EuroAPI, ils ont une ambition. Demain, si on fait une IPO sur ce groupe, ça sera le numéro 2 mondial, mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent être le numéro 1 mondial sur le territoire européen. Et cette société, elle sera basée en France. Sur les questions de vaccins, alors, et les calendriers, nous avons effectivement, pour être précis, donc, lancé début février notre nouvelle phase 2 sur la protéine recombinante. On avait eu un retard, on avait eu un problème de concentration dans notre vaccin qui nous a mis un petit peu en retard. Les résultats seront disponibles au début du mois de mai, ce qui nous permettra de nous lancer dans une phase 3 et mettre à disposition ce vaccin à l'automne. Simultanément, nous avons effectivement lancé notre essai clinique sur l'ARN messager. Alors d'abord, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce qu'encore une fois, quand il y a un peu de Sanofi bashing, en disant vous n'êtes pas très innovant, au fond, vous avez aujourd'hui 3 acteurs sur l'ARN messager, vous avez Moderna, vous avez BioNTech et vous avez CureVac. Et vous avez Sanofi aussi qui arrive avec un ARN messager. Donc on n'est pas totalement étranger à cette technologie, et plus que les doses de vaccins qui seront produites, le fait de valider technologiquement cette approche sera pour nous très utile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Evolutive Facility, l'usine qu'on construit à Lyon, très moderne, aura cette capacité de produire de l'ARN messager. Alors, l'étude clinique qui va se dérouler sur cet ARN messager va nous emmener plutôt jusqu'à 2022 pour pouvoir produire du vaccin. Donc c'est assez tard. Et on a quelques interrogations réglementaires. Parce qu'une fois qu'on aura les résultats de notre essai, beaucoup de pays auront déjà des traitements et des vaccins disponibles, donc il faudra voir avec les autorités réglementaires quel est exactement le design de l'étude qu'il faudra faire pour pouvoir arriver sur le marché en 2022. Mais vous voyez bien, parmi les très grands laboratoires que j'ai cités tout à l'heure comme étant les leaders de la vaccination, Merck, qui a abandonné son projet avec l'Institut Pasteur et qui s'est concentré plutôt sur des traitements, GSK, qui s'est associé à nous sur son adjuvant, mais qui ne s'est pas lancé dans un programme. Récemment, ils ont annoncé une collaboration avec CureVac. Et Pfizer, qui n'a pas utilisé sa propre recherche interne pour pouvoir faire un développement de vaccin, mais qui a travaillé avec BioNTech, avec lesquels ils étaient en contact, notamment sur des traitements ARN messagers dans le cancer. Sanofi est le seul groupe du monde à utiliser sa propre recherche, ses propres chercheurs, des partenariats avec d'autres, pour pouvoir avancer et fournir 2 solutions vaccinales dans le cadre du Covid-19, avec simultanément de la production avec de l'enflaconnage pour 2 concurrents. Je pense que de temps en temps, on critique Sanofi, mais on peut aussi avoir une certaine fierté de voir que sur le territoire, vous avez un double producteur et un industriel qui produit pour les tiers. Sur l'enflaconnage, le délai. Alors, je ne sais pas qui vous a dit qu'on pouvait faire ça au mois de mars, mais je vous invite à venir visiter une usine de vaccins et de voir comment se fait l'enflaconnage. C'est une étape qui est extrêmement complexe. Je prends BioNTech, c'est à moins 80 degrés que tout s'opère.
il nous faut des nouvelles machines, il faut des flacons qui ne sont pas des flacons qu'on utilise pour nos machines, donc il faut à nouveau les calibrer. Ensuite, on fait des lots. Et ces lots-là, ils sont extrêmement contrôlés, puisque vous savez qu'un vaccin, on va l'administrer à des gens qui vont bien. On voit depuis quelques jours que le bénéfice doit être exceptionnel et le niveau de risque doit être asymptotique de 0. Donc le contrôle réglementaire et le contrôle du lot qui sort de votre chaîne de production, il est majeur. Et généralement, ouvrir une chaîne de production d'enflaconnage pour un nouveau vaccin, ça prend entre 12 et 18 mois. On va le faire en 4 mois. Les premiers lots vont sortir cet été. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On accélère tout ce qu'on peut accélérer. Vous imaginez bien que lorsqu'on fait ça, on ne le fait pas au tempo du marathonien, quoi. On essaye de le faire ça à pleine vitesse. Donc les équipes, et encore une fois, je les félicite, sont parfaitement engagées pour aller le plus vite possible. On aura une production de J&J à Marcy-l'Étoile, une production de BioNTech en Allemagne. Et pour vous donner l'ensemble des informations, pour mettre en flacon, il faut aussi avoir l'antigène, et donc le vaccin lui-même. Et ça, on attend que Johnson & Johnson ou que BioNTech nous donne cet antigène-là. Donc il n'y a pas de différence de concurrence, monsieur Jomier, sur... il n'y a pas de secret industriel partagé, hein. Tout le monde reste dans son couloir de course. Nous, ils nous donnent leur ARN messager et on se met en situation de le mettre dans les flacons de manière le plus efficace possible. Est-ce qu'il y aura des pénuries de matières premières ? Il y a effectivement, on constate des pénuries de matières premières. Je ne pense pas que ça interviendra sur l'ARN messager à court terme. Il y a eu quelques problèmes. À moyen long terme, les problèmes de lipides vont s'arranger et je pense qu'il n'y aura pas d'issue dans les mois qui viennent. Donc, compte tenu de notre calendrier de développement, il n'y aura pas d'enjeu pour nous. Très bien, merci Monsieur le Président. On va continuer les questions avec Jean-Claude Tissot pour la Commission. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord, avant de poser ma question qui sera rapide, puisque bien des questions ont été posées, votre manière de vous adresser à nous, enfin attendez, on pose encore les questions qu'on souhaite vous poser, et je trouve que vos réponses sont presque déplacées en vous disant, mais vous vous rendez compte de ce que vous nous dites, vous devriez plutôt me poser telle ou telle question. Attendez, ici vous êtes au Sénat, et c'est nous qui posons les questions. Je me permets quand même de le dire. Je vous prie de me pardonner si c'est l'impression que vous avez eue, c'était pas du tout mon c'est l'impression que j'ai eue, et je ne suis pas seul à l'avoir. Monsieur le Président, vous dites que vous avez donc investi 500 millions d'euros sur site de Marcy-l'Étoile. Je suis désolé, je peux dire ce que j'ai envie, non ? Allez, et aussi 110 millions d'euros plutôt sur l'option fabrication de vaccins, on va dire. Mais comme vous l'avez fait remarquer dans le cadre du crédit impôt recherche, c'était 1,5 milliard divisé par 10 ans, c'est pas tant que ça. Mais moi, je voudrais qu'on mette cet investissement que vous avez fait par rapport aux 4 milliards d'euros de dividendes que vous avez rendus aux actionnaires. Donc voilà, comment vous nous expliquez cette logique uniquement financière? Merci. Alors, attendez, on va continuer. Corinne Imbert. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Merci pour votre intervention à la fois très pédagogique, très claire à la fois sur la présentation du groupe Sanofi et sur le travail que vous conduisez pour produire des vaccins. Alors, Bernard Jomier vous a déjà interrogé sur les vaccins, donc je ne vais pas revenir parce que mes questions se recoupaient et vous y avez excellemment répondu. Juste peut-être une petite précision, vous nous avez parlé donc sur votre travail avec d'autres laboratoires, l'enflaconnage et la production que vous étiez engagé à faire pour les 2 laboratoires BioNTech et puis Johnson & Johnson. Vous allez vous-même arriver à mettre au point 2 vaccins. Est-ce que vous allez avoir cette capacité à la fois à produire pour 2 autres laboratoires et à quelle échéance? Et est-ce que vous êtes d'ores et déjà engagé pour l'Europe et pour la France sur des volumes de production, en espérant
que la mise au point de vos 2 vaccins soit optimale. Et est-ce que vous serez, alors là c'est vraiment la question subsidiaire, est-ce que vous serez sur un schéma à 2 injections et à une seule injection? Je vous remercie. Ça ne manque pas d'intérêt quand même. Marie Évrard. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, donc je vais être assez brève étant donné que beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc l'Institut Pasteur a officialisé ce lundi 25 janvier l'abandon des recherches de son principal projet de vaccin contre la Covid-19 qu'il développait en partenariat avec l'américain Merck. Parallèlement, votre groupe, en raison de résultats moins bons qu'escomptés, pourtant leader mondial concernant les ventes de vaccins pédiatriques et grippaux, ne livrera son remède anti-Covid que fin 2021, ce que vous avez dit tout à l'heure, soit plusieurs mois après ceux des rivaux comme les Américains Pfizer et Moderna ou le controversé britannico-suédois AstraZeneca. Également, l'exemple montré par Sanofi est parlant avec la suppression confirmée de 1700 emplois en Europe, dont plusieurs centaines de postes de recherche et développement, notamment en France, dans une logique de rationalisation des dépenses avec un objectif de 2 milliards d'euros d'économie d'ici 2022, notamment en arrêtant la recherche dans le diabète. Donc, Monsieur le Président, cette crise sanitaire a souligné les différentes stratégies géopolitiques en termes de recherche-développement. Comment, selon vous, la France et plus globalement l'Union européenne pourraient être plus attractives en termes de recherche sans remettre en cause notre système de santé? Merci. Merci, Mesdames les Présidentes, pour l'organisation de cette audition et merci, Monsieur le Président, pour toutes les réponses qui m'ont semblé très claires que vous nous avez fait partager. Je vais sans doute un peu contrebalancer parce que moi, je vais dire que je suis très fière de tous les groupes qui irriguent notre territoire et qui donnent beaucoup d'emplois. Et la réalité, c'est que la France, les Français sont fiers quand les fleurons sont affichés, quand ils sont, en termes de compétition, les premiers arrivés. Mais les Français sont exigeants. Mais je comprends cette exigence parce qu'il y a des financements publics et que vous devez rendre des comptes. Alors, moi, les questions que j'avais préparées, elles ont déjà été posées. Donc, je voulais exprimer cette fierté. Merci pour tous les emplois sur les territoires, mais à votre groupe, mais comme le groupe GSK qui est par exemple présent sur mon territoire, moi je pense qu'il faut davantage que vous travailliez d'ailleurs ensemble, je les ai eus dernièrement, et le travail collaboratif dans les périodes de crise sanitaire sont extrêmement importants. Ça, il faut vraiment aller vers ça. La compétition, la concurrence, c'est bien, mais quand on veut arriver le plus tôt possible sur un résultat et sur une réponse sanitaire, il faut que vous soyez tous ensemble. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a certainement un défaut de communication. Parce que moi aussi, ça me trouble quand je vois que des emplois sont supprimés chez Sanofi ou ailleurs. Et je pense que vous devez effectivement communiquer. Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure formule, mais moi, je comprends qu'il y a des mutations. Nous avons des mutations dans toute notre société. Quand nous-mêmes, nous choisissons d'aller acheter un produit à tel endroit plutôt qu'à un autre et que nous abandonnons finalement des emplois sur un territoire ou sur un secteur, vous, c'est exactement pareil quand vous vous adaptez à l'évolution de la science. Il faut l'accepter. On a tous finalement fait des choix dans notre vie qui font que justement on détruit des emplois et on détruit des secteurs d'activité. Mais pour autant, il faut le faire avec responsabilité, avec toute l'attention portée évidemment aux ressources humaines, hein, et aussi sans doute mieux l'expliquer. Donc voilà mon intervention. Fierté, exigence, parce qu'il y a des financements publics, mais également sans doute travailler la communication. Alain Châtillon, là-bas. Cheveux blancs là-bas. Oui, Monsieur le Président, vous avez évoqué Jean-François Dehecq. C'était un grand ami et j'ai été fréquemment à sa rencontre. Et notamment, j'ai suivi son évolution depuis 1985 jusqu'à son départ. C'était un patron français, franchouillard, qui voulait du développement en France et qui était social. Ma question aujourd'hui, quelle est la structure aujourd'hui de Sanofi?
quels sont les administrateurs, quels sont les présidents, et pourquoi ne pas concentrer, comme c'était le cas, comme il l'a fait avec Ron Poulenc, avec Aventis et avec bien d'autres, UPSA, et je ne cite que cela. Comment se fait-il que d'autres laboratoires, beaucoup plus petits certes, mais comme Mérieux, avec un engagement familial historique depuis des générations, comment se fait-il que Sanofi, tout d'un coup, se développe un petit peu partout, alors qu'il était véritablement l'un des outils français les plus importants? Est-ce que c'est le fait de nouveaux administrateurs, le nouveau président? Pouvez-vous nous dire un petit peu, est-ce que le siège social est-il resté à Paris? Je n'en sais rien. Comment ça se passe pour la gestion de Sanofi? Merci. Très bien. Olivier Henno? Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour la clarté de vos propos et puis la franchise aussi. Je pense que c'est une audition très, très riche et très intéressante. Moi, je ne participe pas du tout au Sanofi bashing et je pense au contraire que Sanofi est un joyau français. Et quand il y a un joyau, on en attend beaucoup. Peut-être trop d'ailleurs, et il y a effectivement une forme d'impatience légitime, et vous nous avez expliqué la stratégie choisie de protéines recombinantes. Et je me posais la question, est-ce qu'au fond, cette difficulté d'aujourd'hui ne pourrait pas devenir un atout demain, et notamment par rapport à la conscience que nous avons que l'enjeu des biotech est essentiel. On l'a vu... Moi, j'ai eu la chance d'être rapporteur du projet de loi de bioéthique. À toutes les auditions, on entendait que la question demain, c'était évidemment l'enjeu des biotech en matière de santé. Et donc, si on dépasse un peu l'horizon du temps et même l'horizon géographique par rapport à cette crise de la Covid-19, nous sommes au cœur de cette crise, mais en même temps, il y a un horizon. Comment vous voyez les choses? Est-ce que ce sera un vaccin tous les ans? Quelle est votre stratégie en termes de volume en France, en Europe et dans le monde? Parce qu'on voit bien que, notamment en Chine, il ne faut pas toujours aborder les choses de manière défensive, mais plutôt de manière offensive. Eh bien, les Chinois sont en train de réfléchir en termes d'influence politique par rapport à ces enjeux de santé et même par rapport à la Covid-19. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire partager un peu votre stratégie en France, en Europe et dans le monde? Je vous remercie. Très bien, la parole en visio est à Fabien Gay. Oui, bonjour, merci mesdames les présidentes et monsieur le directeur. J'étais fier d'entrer à Sanofi il y a 20 ans car je participais à soigner les malades. Aujourd'hui, je participe à engraisser les actionnaires. Voilà un des verbatims que j'ai entendu lundi dernier lors d'une rencontre avec des salariés devant l'usine près de Montargis. S'il vous plaît. Beaucoup d'autres choses m'ont été dites allant dans ce sens, et ce n'est pas le sénateur communiste qui le dise. Et on entend la même chose puisque avec Laurence Cohen et Cathy Poulia-Pourceau qui sont là aujourd'hui, nous allons régulièrement à la rencontre des salariés de Sanofi. Alors, loin de moi l'idée de participer à un Sanofi bashing. C'est pas ça la question. Mais la question, elle est extrêmement politique. Beaucoup l'ont dit. 1,5 milliard donnés de CIR, mais aussi beaucoup de millions et de milliards en CICE. 80% du chiffre d'affaires à Sanofi France, je parle bien de Sanofi France, dépend de l'argent public, notamment avec le remboursement des médicaments par la sécurité sociale. Et donc les politiques que nous sommes, ils ne participent pas à un Sanofi bashing, mais ils peuvent aussi poser des questions. Vous comprenez quand même qu'il n'y a pas que nous, y compris chez des salariés. On voit des milliards d'euros donnés sans contrepartie en termes d'emploi, et la suppression de milliers d'emplois sur les 12 dernières années. D'ailleurs, une autre personne m'a dit « Je n'étais pas surpris que nous ne trouvions pas le vaccin, tant que nous avons détruit, le mot détruit a été dit, détruit la recherche et le développement en France. » Donc, pardonnez-nous de poser des questions, et y compris, je vous le dis, pas que les questions de sénatrices ou sénateurs, c'est largement partagé, je dirais, chez nos concitoyens, beaucoup d'argent public donné,
des milliards d'euros donnés de dividendes, 4 milliards en pleine crise sociale et sanitaire, des salaires bloqués pour la plupart depuis 5 ans, et malheureusement que nous n'arrivons pas à trouver le vaccin. Donc, que nous posions des questions politiques et que nous disions peut-être que d'autres choix sont possibles. Laurence l'a dit, nous partageons la création d'un pôle public du médicament aux côtés d'entreprises privées. D'autres portent la question d'une possible nationalisation de Sanofi. Je sais que nous sommes très minoritaires sur cette question, mais elle peut évidemment se poser. Et puis, une question précise, parce que je reviens à ce que m'a dit ce salarié. Lorsque j'ai embauché, je contribuais à soigner des malades et non pas des actionnaires. Comment on peut expliquer aujourd'hui que 200 à 300 médicaments qui sont majeurs pour soigner les gens, mais dont la rentabilité se chiffre à moins de 1 million d'euros par an, et que sur ces 200 à 300 médicaments, vous envisagiez de les arrêter pour seulement produire des médicaments avec un taux de rentabilité au-delà de 20, 30 ou 40%. Je pense qu'il y a une question qui mérite d'être posée, qui avait été posée par le président de la République en mars de l'année dernière. J'avais bien écouté son discours. Il y a des biens et des services qu'il faut sortir du secteur marchand. La santé en est une. Et donc, je pense que la question est politique. Oui, la question de la santé doit être un bien non marchand. Le médicament doit être un bien non marchand. Et il ne peut pas être donc soumis à la rentabilité des actionnaires, mais bien au bien commun pour soigner l'ensemble des malades, évidemment en ce moment du Covid, mais évidemment pour toutes les maladies qui nous touchent. Voilà, merci de votre attention. Merci. René-Paul Savary. Et ensuite, il y aura Catherine Procaccia. Très rapidement, Monsieur le Président, il a été largement annoncé que pour la fin de l'été, donc le 21 septembre, tous ceux qui souhaitaient être vaccinés seraient vaccinés. Donc nous aurions une immunité collective. Je suppose que c'est le même discours dans les autres pays. Alors, si vous avez une stratégie d'arriver au mois de novembre, c'est que vous pensez à la campagne 2022. Alors, que savons-nous de la durée des anticorps produits? Est-ce qu'il faudra organiser une campagne annuelle, biannuelle? Quelles sont les évolutions scientifiques dans ce domaine-là? Merci. Campagne vaccinale, 2022. Jean-Marc Boyer. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'ai eu la chance et la fierté d'assister aux 80 ans de l'usine de Vertolaye en 2019, qui emploie près de 1000 personnes. Et donc, on est bien entendu, en termes de territoire, très heureux d'avoir une entreprise qui irrigue le territoire de cette manière-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une adaptation aux évolutions de la science, ce qui guide apparemment vos choix en termes d'implantation, en termes d'usine, en termes de suppression d'emplois, en termes de relocalisation. Moi, j'aurais bien voulu être vacciné Sanofi. Donc, comme beaucoup d'ailleurs, puisqu'on aurait bien voulu être vacciné français, je pense que ça aurait été... donc, le choix que vous avez fait, est-ce que c'est un choix, un mauvais choix scientifique? Est-ce que c'est un mauvais choix financier? Quelles conséquences vous tirez du fait que vous soyez le 4e, le 5e ou le 6e à proposer un vaccin aujourd'hui aux personnes qui veulent être vaccinées? Catherine Procaccia, en visio. Présidente, pour cette audition très intéressante et qui permet d'aborder à la fois le côté social et le côté économique, le côté santé. Moi, je voudrais vous poser une question sur les leçons que vous tirez du coronavirus, de l'élaboration du vaccin par rapport au futur et par rapport aux futures pandémies, puisque un certain nombre de réflexions, de chercheurs disent que ce type de pandémie et que les pandémies liées aux zoonoses vont être de plus en plus fréquentes. Donc j'aimerais savoir si vous pensez
à l'avenir pouvoir vous adapter et trouver des vaccins ou des anticorps neutralisants beaucoup plus rapidement que vous ne l'avez fait pour cette pandémie, pour le coronavirus, pour le Covid-19. Et est-ce que vous réfléchissez donc à la perspective, hélas, presque certaine, des futures adaptations? Merci. Très bien. Et pour terminer, je m'en excuse auprès des autres collègues qui voulaient poser des questions, mais il faut qu'on termine. Daniel Salmon. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Petite question, effectivement, loin de moi de faire l'idée de faire du bashing. C'est un mot très très à la mode. Entre les trous dans la raquette et le bashing, on n'entend plus que ça. Effectivement, je pense que les Français ont ressenti une petite blessure. Leur amour-propre a été touché du fait que, au pays de Pasteur, eh bien, on ne sort pas un vaccin rapidement. On peut le comprendre. Par contre, moi, je reconnais le droit à l'échec. C'est pas ça le sujet. On peut se tromper dans une stratégie. Vous avez expliqué votre stratégie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, effectivement, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit tous mes collègues, mais ce que ne comprennent pas les Français, c'est le fait que vous faites de gros bénéfices, enfin ça c'est pas un problème en soi, que vous versez de nombreux dividendes, que le crédit d'impôt recherche vous a été versé largement, et qu'en face on ait des licenciements, comme on l'a bien dit, dans les recherches en développement en particulier. Donc effectivement, là il y a une incompréhension, je pense, qui ne va pas être levée avant longtemps parmi les Français, parce que vraiment c'est une vraie problématique. Et après, je vais finir simplement par une petite question perfide, on va dire. Est-ce qu'une très forte rémunération permet à un dirigeant de mieux faire son travail? Voilà, tout simplement. Merci. On peut la poser aussi à l'envers. Avant de vous donner la question, vous donner la parole, je voudrais juste vous poser une petite question, non pas perfide, mais peut-être en dehors du cadre, qui est quel regard vous portez sur Sputnik et sur les vaccins chinois? Alors, il y a eu beaucoup de questions, donc je vais essayer de les reprendre. Pardonnez-moi si je ne réponds pas précisément à chacun d'entre vous. Je vais commencer par monsieur le sénateur Tissot. D'abord, pardonnez-moi si j'ai donné le sentiment que j'ai essayé de contrebalancer un petit peu les positions. Encore une fois, je pense qu'il faut reconnaître qu'un investissement d'1 demi-milliard annoncé en juin de l'année dernière au milieu de la crise, c'est aussi une bonne nouvelle qu'il faut collectivement, et je parle à la représentation nationale, souligner, saluer de temps en temps. Enfin, c'est mon point de vue. Sur les dividendes, effectivement, Sanofi verse des dividendes. Et au fond, moi, j'ai toujours considéré que c'était une bonne nouvelle qu'un groupe puisse verser des dividendes. Parce que c'est la preuve qu'il y a une forme de confiance dans ceux qui investissent dans le groupe. Parce que c'est ça quand même. On est dans un secteur où vous voyez bien qu'entre la recherche très fondamentale et la commercialisation, il y a toute une série de risques et d'enjeux, et on l'a bien vu, y compris dans le cadre du vaccin chez Sanofi, où vous pouvez avoir un problème et vous êtes décalé. Et donc les investisseurs, ils font des paris extrêmement risqués lorsqu'ils investissent dans l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a beaucoup de candidats au départ, il y a très peu de médicaments à l'arrivée. Et donc, récompenser ceux qui prennent des risques sur des temps longs, c'est important. C'est une marque de confiance. Et lorsque vous regardez, là aussi, il faut regarder en relatif. D'abord, la structure de l'actionnariat, ça a été un peu posé aussi tout à l'heure par votre collègue sénateur. Un tiers de l'actionnariat est occupé par des Français, soit des institutions, soit de l'actionnariat privé, soit même nos propres salariés qui sont en grande partie actionnaires du groupe. Et donc, verser du dividende, c'est aussi irriguer à nouveau l'économie nationale en grande partie. Après, avoir le comparatif avec les autres groupes, parce que c'est très important. Sanofi, aujourd'hui, se situe un peu entre les groupes très performants et les groupes qui décrochent. On est un peu au milieu du gué. Et on espère que notre stratégie va nous faire basculer du côté des groupes les plus innovants. Je vous ai expliqué tout à l'heure les choix technologiques, les choix des aires thérapeutiques, le choix des médicaments sur lesquels nous investissons massivement.
verser le dividende, ça nous permet de maintenir aussi un niveau de cours de bourse qui est le plus élevé possible et une capitalisation qui est élevée. Avoir une capitalisation élevée, c'est important. Parce que là aussi, quand vous regardez la manière dont on investit dans des sociétés externes, c'est par échange d'actions. Donc il faut que notre cours de bourse et que notre niveau d'action soit élevé, et que notre capitalisation soit suffisamment aussi élevée pour nous protéger d'autres investisseurs ou de groupes qui pourraient s'intéresser à nous. J'ajoute là-dessus que sur les 10 dernières années, des groupes comme J&J ou Pfizer, ils ont doublé leur capitalisation. Nous, on est resté stable. Ce qui peut créer un peu de doute de la part des investisseurs. Ils disent, je vais plutôt aller voir du côté de J&J ou Pfizer qui ont doublé leur capitalisation, qui ont des performances supérieures aux nôtres. Le fait qu'ils restent, il faut aussi qu'on les récompense et qu'on garde cette structure, je vous dis, et ce niveau de capitalisation. Le risque, quand vous ne basculez pas dans la croissance et que vous basculez dans ce groupe de laboratoires qui sont plutôt en décélération, c'est que votre capitalisation, elle se rétracte. Et quand vous vous rétractez, vous êtes plutôt dans une situation où vous devez vendre plutôt que d'investir, vendre vos actifs. Ce n'est pas notre objectif. Nous, on veut s'étendre, on veut croître, on veut que notre capitalisation elle augmente, on veut que notre cours de bourse augmente. Et pour ça, on a besoin de la confiance des investisseurs. Et verser le dividende, ça passe. C'est une marque de confiance qu'on leur doit lorsqu'ils continuent à investir dans un groupe comme Sanofi. Sur l'autre question qui correspond au vaccin, à la production et à la place de l'Europe. On a vu effectivement dans cette crise que l'Europe n'avait pas les outils qu'ont d'autres continents. Les États-Unis, il y a eu cette polémique avec Paul Hudson qui avait indiqué que les Américains pouvaient avoir le vaccin plus tôt. Mais ça a été aussi un moyen de réveiller un petit peu les consciences au sein de l'Europe. Les États-Unis ont une structure qui s'appelle BARDA, dont le métier est d'investir massivement en cas de pandémie dans des structures, ce qui leur a permis d'aller très vite. Et il faut souligner que parmi les leçons à tirer, c'était une question sur les leçons à tirer pour l'Europe, je pense que la création de l'équivalent du BARDA, qui a été annoncé par Ursula von der Leyen, qui s'appellera HERA, encore faut-il un alignement des pays européens rapide, nous permettra demain d'avoir une réponse aux épidémies avec une structure plus vive, plus rapide, plus agile pour nous permettre d'aller plus vite et d'être un peu moins dans la situation qu'a eu l'Europe d'acheteur, mais plutôt dans une position d'organisateur, voire même de producteur local. Je pense que parmi les leçons de la crise, la structuration de la réponse aux épidémies par l'Europe, c'est un élément important. Sur l'échec de l'Institut Pasteur, il y a eu un choix technologique là aussi. Ils ont fait le choix d'un vaccin inactivé, ça n'a pas marché. Voilà. Vous savez, dans notre secteur, l'échec, c'est la norme quand même. C'est le succès et l'exception. Et moi, je sais que les équipes de l'Institut Pasteur ont super bien travaillé. Malheureusement, ils n'ont pas été au bout et d'autres n'iront pas au bout non plus. Moi, j'espère que Sanofi, on aura 2 candidats qui iront au bout. Ça veut dire une forme d'agilité. Alors, c'est là où je suis constamment, moi, dans une situation de paradoxe chez Sanofi, parce qu'on me dit, attention, ne vous restructurez pas, ou pas trop vite, etc. Mais en même temps, on me demande d'aller plus vite, d'être plus agile et de sauter sur les innovations technologiques le plus rapidement possible. Oui, l'ARN messager, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Madame Procaccioas, pour répondre à votre question, parmi les leçons à tirer de cette crise, l'arrivée de l'ARN messager dans les plateformes technologiques vaccinales, cette crise du Covid-19 a montré que c'était la technologie qu'il fallait avoir pour pouvoir répondre à une crise sanitaire comme une infection virale comme le Covid-19. Parce que c'est rapide à produire, rapide en termes de développement clinique, et si le niveau d'efficacité est équivalent dans d'autres pandémies, c'est vraisemblablement la technologie qu'il faut avoir. D'où l'investissement de Sanofi. D'où l'investissement dans son essai d'ARN messager, d'où l'investissement industriel pour maîtriser cette technologie sur le sol français. Et on parle de souveraineté. Parmi les leçons, Madame la sénatrice, c'est qu'il faut que la France se dote de capacités de production en termes d'ARN messager comme d'autres pays. Pour répondre à votre question, moi aussi, j'aurais préféré vacciner les Français avec un vaccin Sanofi, je ne vous le cache pas, le plus vite possible.
Je ne vais pas revenir sur le choix rationnel du mois de mars, mais quand même, au moment où Sanofi fait le choix de la protéine recombinante, il s'agit de la technologie la plus efficace et la plus reconnue dans le monde du vaccin. L'ARN messager et l'adénovirus n'existent pas réellement dans le monde du vaccin. Il s'avère que les deux fonctionnent, c'est formidable. Ça nous place plutôt en deuxième rang, mais c'était un choix rationnel. Et je pense que si on avait à le refaire, on le referait, peut-être pas à l'avenir, puisqu'on aura une technologie d'ARN messager qu'on maîtrisera, mais vous voyez, on a fait un choix rationnel. Sur est-ce que notre vaccin va être utile, au fond, c'était votre question, hein, puisque la grande majorité de la population française, et je le souhaite, devra être vaccinée dans les mois qui viennent. Il y a deux éléments de réponse à ça. Le premier, c'est que toutes nos productions, vous voyez bien, seront utiles au monde entier, parce qu'il ne s'agit pas de vacciner que les Français ou les Européens, il faut vacciner le monde entier, et nous travaillons actuellement, et le fait d'avoir un léger retard nous aide aussi à regarder sur quel type de variant il faut qu'on intensifie notre recherche pour pouvoir arriver en deuxième ligne avec des réponses, y compris sur les variants. Mais les variants, ils sont nés où ? Au Brésil, Afrique du Sud, en Bretagne. Mais le fait de pouvoir vacciner la plus grande majorité de la population, elle est importante, et donc toutes les doses seront utiles, et les doses de Sanofi seront utiles dans un contexte international. Au-delà de ça, nous ne savons pas aujourd'hui quelle va être la durée de protection des vaccins. Est-ce qu'il va falloir se faire vacciner chaque année, tous les 2 ans, avec des rappels, hein, comme vous faites à vos enfants? À ce stade, c'est difficile de le savoir. Par contre, si c'est le cas, et s'il est nécessaire, et un certain nombre d'experts sont exprimés en disant qu'il sera vraisemblablement utile de se faire revacciner régulièrement et de suivre aussi les variants, et comme la grippe, en fait, devoir se faire vacciner régulièrement. Moi, je crois là beaucoup dans le produit protéine recombinante adjuvantée, parce que, notamment après une vaccination par adénovirus, donc les vaccins d'AstraZeneca et Johnson & Johnson, les experts vous diront que lorsque vous utilisez un vecteur viral comme vaccin, son efficacité à travers le temps a tendance à diminuer puisque votre système immunitaire finit par réagir contre le vecteur. D'où l'intérêt d'avoir d'autres stratégies thérapeutiques derrière les adénovirus. Ça peut être de l'ARN messager, ça peut être aussi de la protéine recombinante. Dans tous les cas, avoir plusieurs armes, c'est utile. Et c'est pour ça que je pense que dans tous les cas, la protéine recombinante et le vaccin de Sanofi sera utile, peut-être en tant que booster, hein, on appelle ça booster, après une première vaccination. Sur le Sputnik V, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que les Russes ont fait un développement clinique en dehors des grandes autorités de régulation internationale. Donc, on sait qu'on est un secteur extrêmement régulé. Nous sommes en discussion avec la FDA aux États-Unis, avec l'EMA en Europe et l'ensemble des grandes agences reconnues dans le monde. Les Russes n'ont pas fait ce travail-là. Donc, il peut y avoir toujours un doute. Et je crois que l'EMA s'est prononcé aujourd'hui en n'acceptant pas forcément le Sputnik V. La technologie, c'est de l'adénovirus, hein, comme AstraZeneca et Johnson & Johnson, avec une petite subtilité qui est que la deuxième dose est un autre adénovirus pour éviter justement cet effet d'habitude de votre système immunitaire. Donc technologiquement, ça a l'air d'être un vaccin qui est performant, mais le fait qu'il ne soit pas passé à travers les fourches codines des autorités réglementaires ne me permet pas de vous donner d'informations sur la qualité de ce vaccin. Sur votre question sur la structure sociale et sur Jean-François Dehecq, moi je suis évidemment un admirateur de Jean-François Dehecq pour son parcours et parce qu'il a créé ce groupe et il en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'on doit tous lui tirer un grand coup de chapeau parce que c'était effectivement un formidable capitaine d'industrie. Son implication sociale, le fait de faire en sorte que Sanofi soit une structure à part en France, vous avez raison, c'est extrêmement important. Ça le demeure, monsieur le sénateur. Vous savez, quand Sanofi s'engage aux côtés de Biomérieux pour créer à Lyon l'Académie de l'OMS, ce n'est pas d'autres laboratoires qu'on va voir, c'est Sanofi parce qu'on est une société française et on investit pour pouvoir avoir cette académie sur le sol français. Et vous savez, l'implication sociale de Sanofi, elle demeure à tous les moments. Moi, j'ai pris la décision en tant que président France
lorsqu'on a constaté qu'il allait y avoir pas mal d'étudiants sur le carreau cette année avec le confinement et la fermeture d'établissements, notamment les restaurants, etc., de démultiplier les offres de stage chez Sanofi. Je suis passé de 1000 à 1500 alternants, 500 de plus. 1500 alternants aux bornes du groupe, dans les usines, en marketing, dans les fonctions réglementaires, dans les fonctions de recherche. Notre empreinte sociale, on la revendique, elle est extrêmement présente. On a énormément d'investissements dans des territoires, on travaille avec des écoles, on travaille avec des lycées, on travaille avec des universités, on donne des subventions dans des chaires, on passe des contrats avec les établissements de santé. Et comme je le disais tout à l'heure, on a tout un réseau de PME qui travaille au contact de Sanofi, qui fait aussi la spécificité, la fierté de Sanofi en France. Donc, et ça, c'est totalement validé par le conseil d'administration, qui demeure extrêmement sensible à la nature de cette entreprise, qui est une entreprise française, une entreprise européenne, une entreprise mondiale, mais son siège est en France, et notre présence française, elle est très importante, ne serait-ce que par les chiffres, je les ai rappelés tout à l'heure, un quart des effectifs du groupe travaillent en France. Un joyau français et les enjeux de la biotech, c'est un élément clé. Je voudrais vraiment passer un peu de temps là-dessus parce que je l'ai évoqué tout à l'heure. La France n'a pas de cluster de biotechnologie et de pharma à taille mondiale. Ça veut dire, c'est quoi un cluster? Donc c'est le regroupement au sein d'une géographie donnée d'universités, de centres de recherche, de start-up souvent autour du digital, de biotechnologie et de pharma, et d'investisseurs qui investissent massivement pour faire quelque chose dans un secteur donné. Il s'avère que les clusters de biotechnologie ou de sciences du vivant, sur les 10 premiers du monde, il n'y en a aucun en France. Il y en a 5 aux États-Unis, vous en avez un à Boston, où sur 6 km², vous avez création de 60 milliards de valeurs, d'emplois, de traitements, de nouveaux produits, de recherche. Vous évoquiez tout à l'heure les anticorps monoclonaux. Un grand nombre de nouvelles technologies viennent de ce cluster-là. Vous avez San Francisco, vous avez le cluster du Maryland, vous avez un cluster à New York et vous avez un cluster à San Diego. 5 parmi les 10. Les autres sont où? En Angleterre, il y en a un en Allemagne, et en Chine et en Corée du Sud. La France n'a pas de cluster de taille mondiale sur son sol. Et là, je pense qu'on a, nous, Sanofi, une responsabilité là-dessus, mais l'ensemble j'allais dire presque, c'est un enjeu national. C'est un enjeu national qui est apparu encore plus à l'issue de cette crise. Il faut qu'on se donne les moyens de réexister dans les sciences du vivant. Il faut qu'il y ait donc des investissements qui soient majeurs, un peu à l'image de ce que fait Sanofi en termes de priorité. Ça veut dire mettre des crédits rapides sur des aires thérapeutiques dans lesquelles on est les meilleurs du monde. Je pense à la cancérologie en particulier. On a l'IGR, on a le centre Léon Bérard, on a de très bons centres à Paris, on a de très bons centres en province. On est le 2e pays du monde en termes de publications en cancérologie et en immuno-oncologie. On a des capacités industrielles, on a des biotech, on a des investisseurs. Réunissons tout ça autour d'un cluster géographique et donnons-nous les moyens tous collectivement de créer et de revenir dans la compétition mondiale sur un cluster dans les sciences de la vie. Et ça nécessite un alignement, y compris avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une pression publique, une pression politique pour qu'on arrive à ça, parce que ce que je redoute, moi, c'est que si on n'avance pas, vous savez, si on attend, les autres vont très vite, et le retard sera tel qu'on pourrait être dans une situation, au fond, assez similaire à celle qu'on connaît sur les GAFAM, où ça se passe ailleurs, et on n'a pas réussi à prendre le bon train. Donc Sanofi souhaite et s'engage là-dessus. C'est pour ça qu'on crée ce centre d'excellence à Vitry sur l'oncologie et l'immuno-oncologie. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin et qu'il y ait une vraie réflexion sur la création de clusters de taille mondiale sur le territoire français. Écoutez, nous allons clore cette audition que j'ai pour ma part, mais je pense que c'est partagé, trouvé passionnante. Donc, merci beaucoup des réponses claires et précises que vous avez faites à toutes nos questions, certaines plus critiques, d'autres positives, mais elles témoignent toutes ces questions de l'attachement. Vous l'avez senti que l'ensemble des parlementaires et des sénateurs en particulier portent à cette entreprise française qu'est Sanofi. Et nous souhaitons en effet qu'elle soit et qu'elle demeure ou qu'elle
redevienne un des fleurons. Et vraiment, nous vous remercions de ces réponses aux questions posées.